n'est pas exactement ronde, elle est ovale. Mais ça va très bien fonctionner. Si peut-être l'idée de ce rendez-vous, Business qui casse l'école, on appelle c'est d'oser parler de différents sujets et notamment le quotidien du dirigeant bien mené ou mal mené ou surbooké pour arriver à trouver un juste équilibre dans un objectif d'optimiser ou de performer dans sa vie professionnelle. Donc autour de moi, je vais commencer par les dames, donc Odile Delba, Nathalie Simor, Martin Royot. Je vais vous laisser la parole juste pour vous présenter en 2 mots, pour dire qui vous êtes, ce que vous faites. Et rien que sur cette table ronde-là, on a des personnalités détonnantes dans le B2B et pourtant ô combien connectées à la vie professionnelle que nous avons les uns les autres. Odile, c'est à vous. Alors, je m'appelle Odile Delba. Je suis fondatrice et directrice du réseau des agences Odile Rencontre. Alors, donc, je disais que j'étais directrice et fondatrice du réseau des agences Odile Rencontre. Donc, il s'agit de ce qu'on appelait dans le temps les agences matrimoniales. Nous sommes ni un site internet et donc plus qu'une agence matrimoniale, puisque nous proposons en fait des accompagnements personnalisés à chacun de nos adhérents, puisqu'on part du postulat qu'il faut être bien avec soi-même pour pouvoir se faire aimer. Donc j'ai des agences sur la Haute-Garonne, la Corrèze, la Haute-Vienne, le Puy-de-Dôme, le Cantal, j'ai oublié la Corrèze, et très bientôt le Lot, dans 15 jours. Allez, Nathalie, c'est à toi. Donc bonjour, je m'appelle Nathalie Simard, je suis psychologue, psychothérapeute. J'exerce depuis 23 ans maintenant en libéral sur Toulouse. J'interviens aussi, jusqu'au Covid, j'intervenais en STAPS à la fac de sport. Et depuis 15 ans, je suis au Stade Toulousain Rugby où je m'occupe du centre de formation, de faire les évaluations psychologiques et les suivis psychologiques sur demande des joueurs. Donc là, ça couvre toutes les catégories de Krabos, jusqu'à l'équipe pro, l'équipe des filles aussi. Et en libéral, je reçois toute personne qui en fait la demande. Sachant que ces dernières années, j'ai de plus en plus de demandes justement de dirigeants, de managers avec des problématiques liées au travail. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Voilà pour moi. Merci Nathalie. Martin. Bonjour, Martin Royot, je suis un des fondateurs et gérant de la salle de sport Garis, située place de l'Ormeau. Pierre-Étienne qui vous a fait court tout à l'heure sur le recover. Nous, on va proposer des activités sportives qui vont changer de ce que vous pourriez retrouver dans d'autres salles de sport. Le but, c'est vraiment de changer la façon de faire pour se concentrer sur les résultats, ce que vous allez rechercher, et vraiment d'avoir quelque chose qui peut être centré sur vous à chaque fois. Et on accompagne beaucoup de chefs d'entreprise, de managers au niveau de la salle. Merci Martin. Alors vous allez dire pourquoi ces 3 profils si différents mais au final si proches de votre quotidien. On va le voir assez rapidement dans les échanges. Alors effectivement, on a eu l'occasion d'échanger avant le jour J. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, vous avez tous les 3 un point commun, c'est le sport d'une manière ou d'une autre. Et vous avez un deuxième point, c'est que vous n'êtes pas dans une notion de conseil moraliste ou quoi que ce soit, mais plutôt dans quelque chose de très construit et positif. Et quand on est dirigeant, on en a besoin. Et puis, vous allez expérimenter beaucoup de choses. Donc, vous pouvez parler de ce que vous proposez, parce que vous l'avez vous-même expérimenté sous différentes formes. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant et très pragmatique. Alors, on va entrer maintenant dans le premier sujet, qui est faire une activité sportive, prendre du temps pour soi, se dégager du temps pour faire une rencontre, faire peut-être le point pour essayer d'aller plus loin ou parce qu'il y a une problématique. La notion d'activité et de prendre du temps pour soi en tant que dirigeant manager 2023, ça serait intéressant que vous partagiez un peu vos angles de vue en fonction
de ce que vous voyez au quotidien et de votre activité professionnelle. Alors, qui commence? C'est les garçons, c'est plus. C'est pour moi. Non, aujourd'hui, ce qui est surtout important, c'est de réussir à trouver du temps pour penser à soi, pour pouvoir se refocaliser aussi sur ce qui va être important dans le domaine de compétences, dans la vie de tous les jours. Nous, on a beaucoup de personnes qui viennent faire du sport pour l'exutoire, pour le fait de souffler et de pouvoir se concentrer par la suite sur les tâches de tous les jours. On a aussi le cas de beaucoup de personnes qui font du sport parce qu'on leur a dit que c'était bon pour la santé, mais ne se posent pas la question de en quoi ça va être réellement bon pour leur santé à eux par rapport à ce qu'ils font. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment importantes de savoir déjà pourquoi on va faire du sport, pourquoi on va faire des rencontres. Mais surtout, par la suite, c'est vraiment le fait de trouver la bonne activité ou la bonne façon de pratiquer pour pouvoir obtenir les résultats souhaités et avoir un maximum de retour sur l'expérience et de résultats positifs par la suite. Nathalie? Oui, alors j'ai un petit temps de décalage, je ne suis pas très au cas des nouvelles technologies, je précise. Voilà, ça marche bien. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que déjà, avant de se questionner sur ce dont on a besoin, je crois que c'est de pouvoir identifier les difficultés qu'on rencontre au quotidien dans nos pratiques professionnelles. Et moi, ce que j'observe, c'est depuis longtemps, mais en particulier ces dernières années, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, qui va de plus en plus vite. On est saturé d'informations, peut-être certains ont entendu parler, on appelle ça l'infobésité, donc on est saturé d'infos, on est à fond. On multiplie des charges de travail professionnelles, mais on a aussi une vie privée que l'on voudrait riche, remplie, on a envie d'être au top sur les différents secteurs de notre vie. Et on se rend compte que à un moment, on n'y arrive plus, ou on y arrive moins bien, on y arrive mal, on est fatigué, beaucoup de gens sont fatigués, on ne sait pas pourquoi. Donc moi, je me suis un peu penchée sur la question, et notamment dans toutes les populations qui visent la performance, que ce soit la performance sportive ou professionnelle, tout domaine confondu, et on se rend compte finalement que plus on vise l'excellence, et on en avait parlé la dernière fois, c'est plus on est dans une fenêtre de performance étroite. La fenêtre de performance, c'est une fenêtre très étroite. Si on ne vise pas la performance, on va être dans du vert, orange, rouge. Ça évolue dans le temps. Si on est dans une visée d'excellence, on va évoluer dans du orange vif. C'est une fenêtre très étroite finalement, et donc on flirte toujours avec la limite. Dans ses exigences pro, dans ses exigences perso, être une bonne maman, être une bonne professionnelle, un bon papa, un bon professionnel. Et on cumule comme ça, et on est toujours sur la limite. Sachant que dès qu'on la dépasse, ça s'appelle un burn-out, un burn-in, peut-être qu'on en parlera si ça vous intéresse, mais ou la blessure quand on est sportif de haut niveau. Et là, par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter de passer cette frontière-là. Et la question de la pratique sportive, à mon sens, comme d'autres pratiques d'ailleurs, mais la pratique sportive, elle, pour moi, trouve tout son sens là-dedans, pour notamment réguler, on en reparlera j'imagine, mais les émotions. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça craque? C'est avant que le corps ne craque, en amont, qu'est-ce qui s'est passé? C'est généralement des problématiques émotionnelles. On parle beaucoup de stress. Il n'y a pas que le stress. Il peut y avoir aussi de tas d'autres émotions, la colère, mais aussi la frustration, l'impuissance. Avec la frustration généralement. Toutes ces émotions-là, si on n'apprend pas à les réguler en intensité et en fréquence dans le temps, eh bien on va se retrouver à terme à dépasser cette fameuse limite dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et je pense que le sport contribue largement à réguler ces émotions, ce stress. D'accord, donc au niveau des dirigeants et managers, donc assez occupés, surbookés et qui peuvent oublier de prendre suffisamment de temps pour eux, que ce soit au niveau du sport et de manière plus générale, je pense qu'Odile, vous rencontrez un peu ces mêmes profils. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que le sport amène du plus? En fait, comment vous le percevez? Alors, dans ma clientèle, je reçois des personnes de tout niveau socio-culturel confondu, des chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui un beau matin découvrent que leur conjointe
veut une séparation et en fait ce sont des personnes qui se sont senties délaissées et pourtant la personne qui était à la tête de l'entreprise, elle ne pensait pas mal faire, pensait que justement en apportant une situation confortable sur le plan matériel à sa famille, elle apportait déjà beaucoup de choses. Et ça, en fait, c'est un leurre. Pourtant, en fait, là, le chef d'entreprise se pose souvent la question mais comment je peux faire si je ne consacre pas de temps à mon entreprise pour avoir une activité professionnelle lucrative? Et pourtant, c'est possible parce que si on scinde bien les choses et qu'on prend du temps pour soi, on se rend compte qu'au final, on est plus épanoui sur le plan professionnel. Le fait d'être bien dans sa vie perso, amoureuse, puisque le bonheur, en fait, fait sécréter des hormones qui permettent donc d'être moins stressé, d'être moins fatigué, et donc du coup on est plus productif et on réagit plus vite dans les prises de décision au niveau du travail. Et ça c'est vraiment quelque chose, quand on fait le choix d'être manager, de diriger, en fait d'avoir une activité professionnelle de meneur, de ne pas négliger cet aspect de la vie perso. Bien évidemment, le sport apporte beaucoup. C'est-à-dire que je pense que les hormones qu'on développe en faisant du sport sont à peu près les mêmes que celles qui sont développées par les hormones développées par le bonheur. D'accord, merci. Alors en fait, on parle de quoi? On parle aussi de pouvoir switcher, ce fameux switch entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc on a bien compris les enjeux et ce qu'on peut faire, mais maintenant ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment s'y prendre. Et le comment s'y prendre, il peut y avoir des freins. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens vont passer le pas de la porte entre les uns et les autres? Je sais que les points de levier ne sont pas les mêmes. Donc l'idée c'est véritablement de rentrer concrètement dans le sujet. Est-ce que effectivement le fait de faire du sport ça paraît insurmontable et on ne franchit pas le pas? Est-ce que le fait d'aller chez le psy, quand tu dis vulgairement Nathalie, c'est parce que madame a dit bon maintenant ça suffit, tu dégages, tu vas chez le psy? Ou est-ce qu'il y a une approche plus positive de dire je n'ai pas de problème vraiment profond, mais justement je veux les éviter et est-ce qu'il y a moyen de les anticiper? Ou d'aller chercher l'optimisation ou pas? Ou est-ce que c'est quand tu arrives sur une phase déjà bien avancée parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de recul? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Et concrètement, on sait aussi la difficulté, même si c'est de plus en plus dans les mœurs, de passer le pas de la porte d'une agence matrimoniale qui va s'occuper de nous, qui va nous accompagner pour justement acquérir ce bonheur et performer davantage. Moi, pour rebondir à ce que tu dis, Agnès, ce qui me paraît important de noter, c'est que soit on est déjà dans des pratiques diversifiées de loisirs et on sait faire la part de chaque chose. Nous, on est peut-être confrontés tous les trois à des personnes qui sont dans des volontés de changement. Donc si elles arrivent jusqu'à nous, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne peut-être moins bien, ou elles ont besoin d'être accompagnées, de changer. Moi, ce que je rencontre surtout, c'est des croyances. C'est dans un premier temps de détricoter des croyances bloquantes avec lesquelles on arrive, qui serait de dire ok, j'ai bien compris, on a compris, il faut prendre du temps pour soi, on le sait tous qu'il faut prendre du temps pour soi, on n'est pas idiot. On sait que bien manger, bien dormir, se bouger, c'est bon pour la santé, la publicité nous le rappelle souvent. On sait tout ça, pourquoi on rate quoi? Pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on est plein de bonnes intentions, qu'on est intelligent, qu'on a tout compris. Voilà. Donc moi je trouve ça intéressant d'aller travailler sur nos croyances parce qu'il y a quelque chose qui va bloquer et quand on regarde, qu'est-ce que c'est qui bloque? Ben, c'est des croyances du type je suis à 100% tout le temps. Moi dans le monde du sport, j'entends ça tout le temps, il faut que je sois à 300%. Bon, je ne suis pas bonne en maths, mais ça n'existe pas. Voilà, ça passe pas. Voilà. On n'a qu'une batterie à 100%, au max, au mieux. Le matin, on n'est même pas sûr qu'elle soit à 100%. Déjà, le matin, on part, on veille tout à 100%. Et si on est avec cette croyance-là, on est en échec toute la journée parce qu'on n'a pas réussi à faire du travail, on n'a pas réussi à rentrer à l'heure pour récupérer les enfants, c'est le jus, la course de 6 à 8, à 21h on est éclaté, on devrait faire, clairement, on devrait faire du sport, ah non, je vais binger une série, je sais que c'est nul et ça me fait du bien.
Donc on voit comment on met en place finalement des pratiques qui nous font du bien mais qui sont toxiques. Donc c'est vraiment travailler sur ces croyances 100%, comment je peux passer à admettre que je ne vais pas être performant tout le temps. Je peux l'être en intensité, mais peut-être pas dans la fréquence tout le temps. Si on demandait à un sportif de haut niveau de dire voilà, tu vas faire un match 3 jours d'affilée, tout le monde va me dire il meurt. Voilà. Pourquoi, quand nous, on se l'impose? Moi, je vois des travailleurs, on peut s'imposer ça. Je vais m'y mettre dedans, on se dit, je peux tenir 5 jours d'affilée comme un malade, et le week-end, j'irai me reposer. J'irai m'échouer sur le week-end. Ah bah oui, on s'échoue en week-end, on est en apnée pendant 5 jours, on se dit, j'ai 2 jours, je vais m'échouer sur le week-end. Je vais bosser comme un malade pendant 18 jours, 20 jours, allez, 10 mois. Et je vais m'échouer sur une plage pendant 5 semaines en disant je vais récupérer de la batterie. Les neurosciences nous disent que c'est une vaste fumisterie, ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est détricoter nos croyances, c'est comprendre que la récupération, on l'a fait au fur et à mesure. Un sportif, il a fini en fonction de l'intensité de l'effort, il a son temps de récupération. Tout le monde applaudit des demandes, donc c'est génial, c'est super. Quand on est manager ou dirigeant, ou même quand on est professionnel tout simplement, on ne se pose pas comme ça. Parce qu'il y a toujours autre chose à faire. Et on doit être, l'autre cognition, l'autre croyance sur soi qui est super, je dois être parfait. Voilà. Moi, je mets une mention spéciale pour les dames, que j'admire beaucoup parce qu'elles doivent être parfaites. Et donc, quand elles ont fini leur journée de travail, je suis désolée, c'est pas sexiste, mais dans les répartitions des tâches, on n'est peut-être pas tout à fait à égalité encore tout à fait. Et donc, quand j'ai fini ma journée de travail, je dois encore faire ma journée de maman. Et je dois être une maman parfaite après avoir été une super professionnelle. Et puis il faut encore que je reste désirable pour mon mari. Donc il faut encore que je fasse du sport. Et puis je dois. Et puis je ne comprends pas, j'en peux plus. J'ai tous envie de délirer et de partir sur une échelle, loin, sur une plage déserte, toute seule. Voilà un peu, moi je crois, je ne sais pas si je suis toujours dans le sujet, mais les croyances à défaire un peu pour arriver à se dire ce temps-là, je vais me le prendre. Et je vais me donner le temps de réfléchir à quelle activité me convient. Et là, je vous rejoins tous les deux. À quelle personne peut me rendre heureux dans la vie aussi. C'est important de ne pas faire trop d'erreurs de casting, à un moment donné. Il y a des professionnels pour ça. Quand on tourne en rond, il faut sortir du cadre. Et de la même façon, je crois que c'est la même chose, de bien choisir son activité physique pour ne pas se faire mal. Alors, trouver la bonne activité physique, oui, mais en fait, surtout... trouver le temps et accepter de prendre le temps pour la pratiquer. C'est le plus gros problème, et chose qu'on entend souvent nous, c'est j'ai pas le temps. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps, 20 minutes par jour ça suffit. Juste le temps de passer à autre chose, de faire un break, de marquer une pause dans la journée, que ce soit le matin, et on a tous 20 minutes. Ça peut être avant d'aller se coucher, ça peut être en se levant le matin, la première chose que tu fais, c'est 20 minutes que tu vas prendre pour toi, pour te mobiliser, pour te préparer à ta journée. Mais aujourd'hui, c'est surtout le plus gros problème, c'est qu'on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de passer plus de temps en famille parce qu'on est pris par le boulot ou que ce soit. Et si on n'a pas ces marqueurs qui permettent de t'en rendre compte, c'est vrai que tu peux vite oublier, et puis après tu te retrouves, madame ou monsieur est parti, et les choses qui arrivent. Pour mon cas, ma chance c'est d'avoir une fille de 2 ans, qui pour le coup, elle me fait vite remarquer que j'ai pas été trop à la maison. Parce que elle va t'ignorer le peu de temps où tu vas venir après, parce que les enfants c'est comme ça. Et c'est ma chance, et en même temps, ça permet aussi de remettre les pieds sur terre et ok, il y a la boîte, il y a tout ce qui va avec, il faut être performant partout. Mais il y a aussi de la vie personnelle, et si à ma vie personnelle je ne peux pas en profiter à 100%, je ne veux pas pouvoir être à 100% au niveau de la boîte, parce que les deux sont liés. Ça, c'est vraiment des choses, il faut réussir à avoir ces marqueurs, en tout cas s'en rendre compte, et après mettre en place les bonnes habitudes, que ce soit prendre du temps pour soi, pour chez nous c'est le sport, mais on peut tous avoir 20 minutes, demi-heure, 1 heure dans sa journée qu'on va se consacrer, ou en tout cas prendre le temps, au moins dans la semaine, d'avoir ce moment qui va permettre de passer à autre chose, de trouver la bonne activité, celle qui nous correspond, pour pouvoir être le plus efficient possible. Tu disais aussi dans le relâchement. Tout à l'heure, on en discutait d'être dans le relâchement et de ne pas aborder l'activité physique comme on aborderait le travail à 100% et en performance tout le temps, parce que tu disais qu'il y avait ça aussi, il
faut que ça produise quand même son effet de relâchement. Donc si on fait du sport avec l'objectif d'être bon de suite, quand on n'est pas sportif professionnel de haut niveau, c'est finalement encore se mettre une contrainte, c'est ce que tu expliquais aussi dans c'est les différents cas qu'on retrouve. On a ceux qui sont à 100% tout le temps, et au final, avoir ce moment de sport, pour eux, c'est un moment où il faut être à 100% aussi, et qui ne vont pas accepter justement de relâcher, faire moins vite ou aller moins vite, pour pouvoir après aller plus vite dans leur pratique. Ça, c'est les différents types de personnes. On a aussi ceux qui, si on parlait en termes de résultats, pour en avoir le moins possible, parce qu'en fait, c'est le moment où ils relâchent tellement que c'est comme si tout déconnectait. Et donc, c'est vrai qu'on va avoir les deux extrêmes, et en même temps, c'est par la pratique ou par le travail et les différentes séances que nous, on va faire ensemble, on arrive justement à se reconcentrer, et la personne qui arrivait, faisait tout à fond, arrive à ralentir son rythme pour faire pas moins, mais toujours mieux en fait. Et ça, c'est la façon dont il faut rechercher à chaque fois, qui est le plus intéressant. Mais ça nécessite du travail et surtout cette prise de conscience pour y arriver. Merci. Le temps pour soi, donc on l'a compris, est important. L'autre point important, c'est effectivement d'avoir quelqu'un à nos côtés qui soit là pour nous tirer vers le haut, ou en tout cas apporter peut-être de la sérénité. Et ça aborde deux sujets. Le premier, c'est du coup de faire la bonne rencontre qui correspond à ce que l'on est et pas ce que l'on aimerait que ça soit. Et ça enclenche une deuxième problématique aussi, c'est que on va vouloir toujours rencontrer le même type de personnes alors qu'on est 6 fois à côté de la plaque. Oui, je vous confirme. En fait, je rejoins ce que disait tout à l'heure Nathalie. C'est qu'on est dans des croyances limitantes et dans des schémas répétitifs qui fait qu'on ne s'oriente pas vers le profil de personne qui nous correspond. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une expérience de 30 ans, donc c'est l'anniversaire cette année. À cette occasion, nous avons interrogé de nombreux couples que nous avons unis sur cette période et beaucoup ont témoigné le fait que d'eux-mêmes, ils ne seraient pas allés vers la personne avec qui ils vivent aujourd'hui et avec qui ils sont heureux. Voilà. Et donc, en fait, on ne s'adresse pas à un cabinet matrimonial, en fait, souvent on s'adresse en venant et en se disant je veux qu'on me présente une personne avec telle et telle caractéristique. Et l'analyse de personnalité révèle que en fait ce n'est pas du tout ce type de personne qui leur correspond. Et donc là pareil, on va aller détricoter beaucoup de choses dans les croyances limitantes, les blocages psychologiques et éviter en fait que l'inconscient oriente les personnes vers des choses connues, puisque le connu rassure. Et souvent aussi, ce que les chefs d'entreprise, les managers, les dirigeants, en fait, souvent ne sont pas heureux en couple, mais ne veulent pas se l'admettre et ils se réfugient dans le travail. Donc il y a aussi ce côté-là. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau des freins, on en a parlé, mais surtout ce que ça amène dans le quotidien du dirigeant et du manager en termes de performance. Et j'aimerais bien, peut-être, vous avez sûrement des retours d'expérience d'adhérents, de patients, pour lesquels, en fait, vous avez vu un véritable changement, en tout cas, vous ont exprimé ce changement en disant ah, ça y est, je me sens plus serein et du coup, soit je prends du recul ou j'arrive au final à être plus performant dans mon travail. Oui, en fait, j'ai ce type d'exemple en fait, où des personnes après me disent je ne travaille plus 6 jours sur 7, je travaille 5 jours sur 7, je prends des vacances, je n'en prenais jamais et au final, mon entreprise s'en porte mieux. D'accord, donc du coup, un ressenti, si on trouve la bonne personne et si on est, ou qu'on a déjà la bonne personne, donc on fait en sorte de la garder. Et donc ça veut dire qu'en fait, en termes d'optimisation de performance, il y a un réel impact sur les pros. Oui, et puis il y a la croyance en fait que quand on est dirigeant, on va avoir difficilement la possibilité de rencontrer quelqu'un qui accepte
justement les contraintes de l'activité professionnelle. Mais en fait, si on tombe sur ce type de personne, c'est qu'on n'est pas avec la bonne personne. Et la règle en amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre, c'est pas le frustrer. Donc si on a quelqu'un si vous êtes avec quelqu'un qui vous frustre, bah, de toute façon, c'est clair que tôt ou tard, vous allez prendre le mur. Moi, je rebondis sur ce qui se dit là. J'ai vraiment le sentiment que quand même, on ne se lance pas chef d'entreprise ou manager si on n'a pas un certain câblage quand même, comme un sport de haut niveau. Il y a une façon d'être câblé. Et généralement, les profils un petit peu qu'on va retrouver sont des personnes avec une certaine, une grande centralité du travail. Donc l'identité professionnelle va avoir un rôle important. Et donc de dire on va moins travailler ou travailler autrement ou faire mieux mais moins, je crois que ça te parle Martin, c'est quand même dépasser certains obstacles et de bien comprendre le sens de changer des choses et de comprendre que ça ne va pas être une perte mais bien un gain. Et c'est tout le travail, moi je trouve, il est plutôt là de comprendre qu'on a tout à gagner à modifier des choses. C'est pas du côté du renoncement, on ne va pas être moins performant. Parce qu'on peut avoir cette idée que, ok, c'est bien sympa de s'occuper de soi, mais si, moi j'ai quand même une entreprise à faire tourner, on attend quand même de moi que je sois disponible pour mes clients, pour mes patients. Les soignants sont quand même des champions du burn-out aussi, hein, on en entend beaucoup parler, c'est pas pour rien, parce qu'il y a aussi la question de l'engagement. Donc il y a la centralité du travail, il y a aussi le rapport que l'on peut avoir avec son engagement à son travail, les valeurs que ça véhicule, et quand on est dans le care, l'accompagnement de l'autre, le soin à l'autre, ben, on se dédie tout entier et se recentrer sur soi, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, moi je souligne vraiment l'importance de retravailler sur des choses comme ça pour pouvoir amener du changement et comprendre, c'est là où tu arrives Agnès, c'est de comprendre comment il y a une espèce de spirale vertueuse. Si je suis mieux dans ma vie, je suis plus disponible, je suis plus détendue. Si je suis plus détendue, ben... Pas spécialement la réponse, en tout cas, qu'est-ce qui fait que tu arrives au moment où tu te réveilles le matin et tu te dis il me manque un truc où ça va pas, parce que par exemple, quand on est dirigeant, manager, on est dans le bidon et on ne prend pas trop ce temps de relever la tête et de dire ça va pas. Donc c'est plus arriver à avoir ce déclic où des fois, par la contrainte, cette semaine de notre côté, on a un problème de chauffage au niveau de la piscine, plus de piscine pour la plupart de nos adhérents, et une adhérente, ça fait 2-3 mois qu'elle me dit je fasse du terrestre, ça va me faire du bien. Et j'avais beau lui proposer, on n'arrivait jamais au moment où elle acceptait de venir enfin faire sa première séance terrestre. Et là, forcée, elle a accepté, elle a fait sa première séance, on s'est revu ce matin, elle m'a dit waouh, ça m'a fait du bien, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti boosté comme ça. Donc, des fois, on est contraint et on arrive à avoir ce recul, on est au pied du mur et c'est plus simple. Mais ce qui est important, c'est surtout réussir à trouver la façon d'éviter d'être au pied du mur pour réussir à avoir ce déclic et s'en rendre compte. Ça passe par plusieurs facteurs. Après, des fois, malheureusement, c'est une fois qu'on est au pied du mur qu'on s'en rend compte, mais voilà, il faut réussir à faire le point, à avoir ces petits marqueurs dans votre vie de tous les jours où vous allez pouvoir vous dire ok, celui-là il ne va pas, pourquoi ça ne va pas, et en fonction, chercher à y remédier, je pense que c'est ce qu'on doit, c'est plus dur, chercher à faire aujourd'hui le plus souvent possible. J'aimerais avoir un petit retour d'expérience, et là je me tourne vers Odile. Je sais que vous avez parcouru beaucoup de marathons et vous avez pu tester les bienfaits que ça peut amener quand on est dirigeant et la prise de recul, etc. Et c'est vrai que vous aviez fait ce retour et je trouve ça génial à partager. Oui, donc en fait, il est certain que quand je travaillais au sein de mon équipe, je n'étais pas forcément entourée de gens sportifs et déjà il était certain que mes collaborateurs à 14h il fallait jamais faire de réunion parce que tout le monde dormait en fait à moitié, somnolé. Et je n'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi, et c'est vrai qu'après
plus tard, j'ai obligée de faire une parenthèse avec le sport suite à une blessure. Et je me suis admise à avoir ce coup de fatigue, comme mes collaborateurs. Donc effectivement, je pense que le fait qu'on régénère les cellules et qu'on se sente mieux dans son corps fait qu'on est moins fatigué et moins malade aussi. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, en fait, j'ai bien envie que les uns et les autres, après, enfin, partent ou restent, mais en tout cas, gardent un souvenir et une idée phare. Donc, j'aimerais bien que, de manière très synthétique, s'il y a une idée à retenir, chacun de vous, ben, vous puissiez l'exprimer de manière à ce qu'on puisse chacun repartir avec cette idée. Martin ? De trouver ce moment qui est pour vous et rien que pour vous et qui vous permette surtout de vous recentrer et d'être encore plus opérationnel par la suite. C'est vraiment c'est quelque chose que je pense qui est important, que ce soit au travers du sport, de la culture, mais il est important que vous arriviez à retrouver ce moment, rien que pour vous, pour être au top en suivant. Moi, je dirais qu'aussi, on est dans une optique de santé mentale, c'est de comprendre que c'est un phénomène global et de comprendre que notre identité, elle se résume par notre identité professionnelle et j'encourage tout le monde à diversifier. Je fais appel à la sagesse populaire qui dit on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais quelque part, ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire d'avoir une diversification de nos engagements, de nos investissements. Je vois la santé mentale de se dire c'est un peu comme une araignée qui tisse sa toile. On n'a jamais vu une araignée très tranquille, suspendue sur un seul de ses fils. Quoi. Je ne suis pas à la place de l'araignée, mais je me dis qu'elle n'est pas sereine. Elle est en danger, cette araignée, sur son seul fil, et d'ailleurs elle n'est pas idiote. Et elle tisse une toile très diversifiée. Et je crois que c'est important de penser notre identité comme ça, comme une espèce de toile, une espèce de constellation de vie. Et on a une vie professionnelle, une vie culturelle, une vie associative, une vie amoureuse, une vie sportive, familiale. Et ça permet que quand il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, parce qu'on peut être amené à rencontrer des ruptures, un de ces fils peut se rompre dans une vie, plusieurs de ces fils peuvent se rompre dans une vie, qu'on en est toujours pour lesquels, auxquels on puisse se raccrocher. Et je pense que voilà, ça me paraît important, et, entre autres. Voilà. J'aime pas trop les araignées, mais on les connaît. Audit. Vie professionnelle et vie amoureuse épanouie, c'est possible, c'est compatible. Et d'ailleurs, ça donne du sens aux deux. Oui, alors oui, j'ai plein de choses à dire. Ah oui, bah toujours. J'ai toujours plein de choses à dire. Si on parle de santé mentale, et si vous êtes là aussi par rapport à cette question de la santé mentale du dirigeant, c'est quand même aussi d'être vigilant. Moi, je sensibilise un petit peu à ce qu'on appelle le burn-out. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout? Sinon, on n'entend pas trop parler. Pas trop parler, c'est pas très... le burn-in, c'est l'antichambre du burn-out. Et aujourd'hui, c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui s'installe pendant des mois et des mois et des mois. C'est une exposition longue, lente, répétée, insidieuse, qui peut venir pour des tas de raisons, des tas de facteurs différents. Ça peut être de la surcharge et ça peut être aussi de la passion. Voilà, parce qu'on n'en parle pas, on en parle des difficultés au travail, mais certains d'entre nous, enfin, je vous le souhaite en tout cas, sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est à la fois un facteur de réussite, la passion, et c'est à la fois un facteur de mise en danger. Hein, la passion, déjà, on sent qu'on est dans le rouge, quoi. Hein, c'est fort, ça booste. Donc c'est à la fois moteur, et à la fois il faut se méfier de nos passions, parce que c'est aussi un risque d'en faire trop, d'aller trop loin et de ne pas s'en rendre compte. Et le burn-in, c'est d'être vigilant à soi sur ces petits indicateurs qui vont s'installer progressivement, que ce soit des indicateurs somatiques. J'ai mal au dos, j'ai la migraine, j'ai mal aux dents, on se serre les dents. Le nombre de patients à qui je dis aller voir un dentiste, ils disent vous êtes psy, vous êtes pas... Pourquoi? Parce que je reste comme ça, et qu'on reste avec les dents serrées. On s'en rend plus compte, la journée, la nuit, on s'en rend pas compte. Donc on a plein de petits indicateurs, et c'est vraiment important d'écouter les signaux faibles de notre corps. Il y a aussi des petits repères simples à avoir, tout simple pour soi et puis pour ses collaborateurs, parce qu'on a parlé des managers, mais on ne parle pas du fait de diriger des équipes aussi, peut-être que ça compte la santé mentale de vos équipes. Hein, toujours pareil, la spirale vertueuse,
C'est les 3 I. Les 3 I, c'est quoi? C'est le premier indicateur de la souffrance au travail, c'est l'isolement. Donc quand on repère que le week-end, on n'a plus envie de rien faire, on est à la maison, on ne sort plus, on est crevé, dans la tête on aimerait bien, mais on n'y arrive plus. Dans la vie intime aussi, on est amoureux, on aimerait bien faire l'amour le soir, mais on est claqué. Si ça dure trop dans le temps, ça peut être questionnant. Voilà, la perte de l'énergie libidinale aussi, c'est un indicateur qu'il se passe quelque chose. C'est une forme de repli sur soi, d'isolement. Et si vous êtes dirigeant avec des équipes ou manager avec des équipes, c'est aussi d'être vigilant à ça auprès de vos collaborateurs. C'est un tel, il ne vient plus à la pause café. Voilà, avant, il venait, il est moins aux réunions, il est très en retard, il est un peu absent. C'est l'isolement. C'est le premier facteur qui révèle qu'il y a une souffrance quelque part au travail. Le deuxième I, c'est l'irritabilité. Je ne supporte plus rien, plus personne. Voilà. Dans mon métier, on dit qu'on fait des fractures de fatigue, des fatigues de compassion. Moi, des fois, je dis, je fais une fracture de compassion. Il est grand temps que je prenne des congés, ça veut dire que tout le monde nous agace, y compris nos clients, nos patients. On sent qu'on est moins patients, on a envie qu'ils aillent plus vite. C'est des petits signaux, nos enfants nous agacent, c'est normal. Si c'est trop, c'est un petit indicateur. Voilà. On ne supporte plus rien, tout nous écorche. Dès qu'on sort dehors, c'est une râpe à fromage. La vie nous écorche en permanence. C'est un deuxième indicateur que quelque chose ne va pas si ça s'installe dans la durée, l'irritabilité. Le troisième I, c'est l'instabilité. L'instabilité émotionnelle. On n'a pas que des problèmes de thyroïde. Ça peut arriver, il faut vérifier les hormones pour les dames, mais attention, ça arrive aussi aux messieurs, ça ne se traduit pas de la même façon. On peut avoir une instabilité émotionnelle. C'est bien de pleurer devant les films, de pleurer devant la pub, il se passe un truc. Mais on le manifeste peut-être pas, mais on le sent, quoi, on est un peu plus réactif. Le matin, quand on se lève et qu'on se dit c'est quand même terrible ce qui se passe dans le monde, les dauphins meurent. Je suis très sensibilisée, je suis la plongée sous-marine, je suis très sensibilisée au monde sous-marin. Il y a des matins, le monde sous-marin me perturbe, je me dis c'est horrible, la planète, tout ça. Quand je suis hyper heureuse et que je vais bien, c'est pas que je m'en fous, mais je sais, c'est moins vrai. J'ai moins mal au monde. Quand on a mal au monde trop souvent, c'est un peu qu'on a mal à soi. Voilà. Donc c'est ça aussi l'instabilité émotionnelle. Quand on commence à réunir les 3 I, là, ça veut dire qu'on est en train de souffrir, qu'il se passe quelque chose, qu'il est temps de faire quelque chose. Et je vous invite à repérer ces petits signaux faibles parce que quand même, de façon générale, le burn-in, on peut intervenir assez rapidement. Il y a des moyens, justement, des techniques pour en parler, mais d'ateliers, je crois qu'il y en a eu un tout à l'heure, il me semble, de relaxation, de méditation, de sport. On peut faire tout un tas de choses et ça va suffire, ça peut permettre. Le burn-out, c'est plus la même chose. Voilà. Les gens qui vous disent j'ai fait un burn-out et qui repartent du boulot 15 jours après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est un burn-out. Voilà. Un burn-out, une fois que vous y êtes dedans, c'est 4 mois, minimum d'arrêt. Voilà. Et dans un burn-out, vous avez 80% du temps en arrêt, 20% du temps en reprise de travail, parce que c'est une immersion qu'on va voir si vous pouvez tenir. Et là, c'est difficile. 4 mois, je suis hyper optimiste. On va dire que les séquelles cognitives d'un burn-out, 3 ans après, on les a encore. Les effets sur la mémoire, les effets sur l'humeur. 3 ans, c'est beaucoup quand même dans une vie professionnelle, ça peut durer très longtemps. Donc le burn-in, c'est vraiment ces 3 I, être vigilant à ça. Et aussi, quand on est avec ses collaborateurs, pas hésiter. Hein, quand on repère ces signes-là chez ses collaborateurs, c'est le moment d'aller les voir. Voilà, c'est vraiment le moment de questionner ce qui se passe et de les accompagner. Je crois que c'est un autre sujet, je pense, c'est pas le sujet du jour, mais sur la QVT, on a énormément de travail à faire. Voilà. C'est en effet notre sujet. C'est un autre sujet, pardon. Odile, Martin, est-ce que vous avez des choses à ajouter suite à ça avant de passer aux questions? Il y a beaucoup de choses à ajouter. Surtout de ne pas commettre l'erreur de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Bon, je pense que c'est dit tout ça. On va passer peut-être aux questions et faire tourner éventuellement un micro. Alors, la difficulté, c'est le premier ou la première qui se lance. Alors, ça peut être une question, un partage, voilà. Ou ce que ça vous a inspiré aussi. Hop, on se présente. Je m'appelle Isabelle, je suis dans la santé naturelle, voilà, et je donne quelques conseils aussi pour que les gens se sentent un peu mieux dans leur vie.
situation d'emploi, santé, émotionnelle, mentale. Je suis sophrologue aussi, du peu. Je voulais juste rajouter qu'on a souvent tendance à croire que c'est l'autre qui va nous rendre heureux, alors que le bonheur, il part de soi. Et que donc, c'est à nous de trouver les clés pour être heureux et de manière indépendante. L'autre est là pour compléter, pour avoir une synergie, mais le bonheur, il part de soi-même, en fait. Donc la question, c'est qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, pour être mieux. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, juste. Merci Isabelle. Je crois Audrey, tu avais une question ou une information ou un partage. C'était plutôt un écho par rapport à ce que vous avez partagé, et quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est quand vous avez fait le lien entre le lien entre passion et danger. Et clairement, moi, je me suis sentie très très concernée avec cette notion de... C'est rigolo, on en parlait tout à l'heure, avec le fait que quand on est attiré, qu'on est passionné par ce qu'on fait, on y va avec plaisir, mais sauf que quand on fait le bilan de la journée, on se dit j'ai quand même donné trop d'énergie, je le sais, et puis on recommence le lendemain. Et c'est la première fois que j'entends verbaliser comme ça, et vraiment, ça incite à la réflexion. Merci. Avec plaisir, je peux aller dans ce sens-là. Il y a une étude américaine qui vient de sortir, une psychologue américaine qui a analysé les facteurs de réussite, tout domaine confondu dans le sport, mais tout domaine confondu, et qui montre que les facteurs de réussite ne sont pas l'intelligence ou le talent. Les premiers facteurs de réussite, elle a appelé ça le grit. Alors ne me demandez pas si c'est un acronyme. Parce que, oui, je crois qu'elle veut dire quelque chose dans ce sens-là, mais l'anglais et moi, voilà. C'est l'agnac. Comment ? C'est l'agnac. Exactement, c'est l'agnac, et tout à fait. Et elle a écrit un livre que je recommande pour ceux qui sont intéressés, qui s'appelle L'art de l'agnac, qui renvoie à ça, où elle explique très simplement que le grit, qu'est-ce que c'est ? C'est la combinatoire de la passion et de la persévérance. Et en accompagnant des sportifs de haut niveau, de très haut niveau, je travaille beaucoup sur ces questions-là. Parce que la passion, bon, voilà, avec le côté positif et le côté négatif, et la persévérance. Et elle distingue la persévérance de l'acharnement. Elle dit dans l'acharnement, c'est la répétition obstinée d'être accroché à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne réussit pas, et donc qui conduit à de l'épuisement et qui conduit à de l'insatisfaction. La persévérance, c'est la capacité qu'on a à continuer dans la durée, tout en se satisfaisant de résultats parfois minimes. C'est le petit pas. S'il y en a qui font de la randonnée, en randonnée, on dit plus il y a de l'altitude, plus le dénivelé est important, plus on va faire des petits pas. C'est la technique des petits pas. Et donc c'est ça la persévérance. Elle dit que ce qui fait la réussite, c'est ce grit, passion, persévérance, associé à un autre point dont on entend davantage parler, qui s'appelle la résilience. Voilà, la résilience, c'est la capacité que l'on a à se remettre des échecs en boxe. Je fais un peu de boxe aussi. Ah oui, j'aime bien le sport, donc j'aime bien apprendre. Je trouve que c'est important d'apprendre aussi pour d'autres raisons qui sont bonnes pour la santé mentale. En boxe, on a une expression qui dit tomber 7 fois, se relever 8. C'est un facteur de résilience. Voilà. Si vous aimez les citations sur la résilience, je vous invite à regarder les citations de Nelson Mandela. Il en a plein, une connue, si je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, on a un monsieur qui a un long parcours de résilience. Pour revenir à ce que vous disiez, c'est très important dans la passion. Il se passe un truc, peut-être c'est important de comprendre ce qui nous arrive quand on est en situation de passion. Et que les sportifs rencontrent, ça s'appelle l'état idéal de performance ou de flow. C'est une espèce d'état parfait dans lequel on se sent très très bien, qui produit énormément de plaisir, énormément d'endorphines. Donc on est très porté par sa passion, par ce que l'on est en train de vivre. Sauf que d'un point de vue psychologique, on est dans une espèce d'état second. Voilà. Les sportifs connaissent très très bien ça, vraiment. On aura l'occasion d'en parler, je pense, peut-être demain soir avec Maxime Médard qui va nous parler de ça. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Ça s'appelle ce flow. En fait, on est dissocié. Voilà. C'est-à-dire qu'on est coupé de nos besoins. L'état de flow, on ne ressent pas. Alors, c'est génial, hein, c'est un bon shoot d'adrénaline. C'est assez kiffant, c'est assez addictogène. Donc, on peut avoir envie d'y retourner. Hein, pas pour rien, on continue. Et en fait, on est dissocié. Dissocié, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne sent plus la soif, on ne sent plus la faim, on sent moins la douleur, on ne voit pas le temps passer.
On est tout entier pris par son activité, par sa passion. On n'a plus nos sensations corporelles. Voilà. Et puis, lorsque l'état est passé, donc pour les sportifs, ils ont fini le match, c'est une grosse redescente, mais eux, ils sont staffés, ils sont encadrés, mais nous, on n'est pas staffés. Donc, on sort de chez soi, on sort de son travail, je veux dire, on se retrouve dans la voiture, c'est quelque chose que je connais bien, et tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est bizarre. J'ai un état bizarre, j'ai une espèce d'énorme coup de mou, puis mon corps me dit des trucs, oh, je suis pas bien. J'ai pas mangé, c'est très bête, la pause pipi, elle date de je sais plus quand. Et mon corps, lui, se remet en forme, enfin, en circulation. Et là, je me dis, ça va pas du tout, j'ai trop de besoins d'un coup, je commence par quoi? Et surtout, me reposer, je suis très fatiguée, je m'en rends pas compte. Donc c'est pour ça, je sais pas si ça va dans le sens de Agnès, c'est ça. Audrey, pardon. Audrey. D'identifier ça pour tous les passionnés, c'est d'avoir ce petit rétro-feedback, parce que par contre, c'est hyper coûteux pour la santé. Les médecins, ils n'aiment pas du tout quand on est dissocié, parce que c'est très coûteux. Voilà. Autre cas des symptômes post-traumatiques, voilà, sachez que c'est très très coûteux d'être dissocié et à éviter. Merci. Voilà, pour aller dans votre sens. Il reste une dernière question et je pense qu'on finira là-dessus. Oui, donc déjà, je voulais vraiment vous remercier, c'était super intéressant. À la fois, donc moi je suis Fabienne Moutin, je suis coach, j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants TPE. Et ouais, c'était super intéressant parce que j'ai retrouvé en fait deux choses, pour mes clients et pour moi. Donc la première, c'est déjà pour moi, merci pour le terme burn-in, parce que je ne connaissais pas, donc je suis allé regarder sur Internet en même temps. Adrien Chignard, pardon. J'ai lu un article sur le point, etc. C'est mon collègue et comme ça. D'accord, merci beaucoup parce que je pense que j'en ai fait un et qu'à chaque fois je n'arrivais pas à expliquer, et quand on n'a pas un mot, c'est compliqué d'expliquer. Je dis, j'ai pas fait un burn-out, mais j'étais dans un truc qui était entre deux, et en fait c'était exactement les symptômes que vous avez précisé. Moi c'était les sciatiques, l'insomnie, etc. Et moi j'ai eu un sursaut, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis arrivé, j'ai dit il faut que j'arrête tout, et j'ai quitté mon boulot. Donc j'ai eu une sorte d'intuition, je suis intuitif peut-être pour ça. Donc merci pour ça. Et puis par rapport à mes clients, c'est vrai que moi je travaille sur beaucoup les croyances limitantes. Et c'était intéressant parce que j'ai retrouvé tous mes clients avec vous trois. Celui qui n'arrive pas à faire le sport, celui qui ne prend pas soin de son bien-être, et puis celui qui est tout seul, parce que j'ai effectivement une grande partie de mes clients qui sont célibataires. Et que ça devient à un moment donné un problème. Et donc là, ça m'a beaucoup aidé en tout cas de comprendre un peu plus ça. Donc merci pour ça. C'est très bien, ça promet des échanges même juste après. On va peut-être clôturer, je n'ai pas de montre, ce qui n'est absolument pas normal, mais ça va aller. Oui, mais je pense qu'on a fait le tour des questions, non, je pense. Monsieur, j'ai le micro. Non, ce qui est vraiment important aujourd'hui pour vous, pour ceux avec qui vous pouvez travailler, c'est, en tout cas pour nous dans le sport, on l'a vu avec le Covid qui est passé par là, c'est de trouver l'activité qui va te convenir et surtout par le suivi que tu vas pouvoir retrouver dans cette activité. Ça c'est quelque chose, nous on s'en est rendu compte, on est passé on va dire du grand public, si je peux dire, du cours à beaucoup de personnes, à le Covid t'a imposé des cours en très petit nombre et nous on s'est retrouvés en one-to-one, à changer complètement la façon de faire l'activité, de la faire faire. Une même activité avec deux personnes peut se passer complètement différent, pourtant on va être sur une activité qui va être similaire, parce que chacun est différent et donc c'est des façons et des approches qui vont être différentes. Et je pense que c'est important de trouver ça via le sport, via ce qui va vous permettre d'évacuer et d'être toujours à 100%, mais ne pas hésiter à aller dans l'accompagnement, que ce soit pour rencontrer quelqu'un, pour se faire aider, parce qu'on a d'autres problèmes qui peuvent être plus profonds et sur lesquels on a besoin de travailler, ou même dans le sport. Mais ne pas hésiter sur l'accompagnement, là où aujourd'hui on peut se dire oh, je suis capable tout seul. C'est vrai que je pense, et même nous, on se fait aussi coacher sur d'autres points, même sur le plan sportif. C'est toujours important de ne pas hésiter à aller dans cet accompagnement qui est nécessaire. D'accord. La notion d'accompagnement, juste une parenthèse, ça peut être vécu comme un frein et comme une presque défaite de se dire mais je n'y arrive pas tout seul. Pourquoi j'y arrive pas? Je devrais bien arriver à faire du sport, je devrais bien arriver à rencontrer quelqu'un, je devrais bien arriver à gérer mes émotions.
non mais je suis bête ou quoi? Alors qu'en fait je ne suis absolument pas bête, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et la difficulté qu'il peut y avoir, c'est cette espèce de frein qui est peut-être culturel, peut-être quelque chose de profond, parce que oui, je vais très bien, je n'ai pas le droit d'être malade, je n'ai pas le droit de faillir, je n'ai pas le droit de décliner devant mes équipes. Et c'est cette problématique-là que l'on rencontre. Il faut arriver à faire ce lien. Exit les soucis dès que tu passes le pas de la porte. Mais c'est vraiment ça. C'est hop, arriver à se dégager de tous ces freins. Disons qu'il y a aussi l'idée d'être une mécanique de précision aussi. Donc plus on est exigeant envers soi-même, plus on va se comporter comme une mécanique de précision. Et on sait que toutes les belles mécaniques, elles ont des staffs. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est des magnifiques engins de performance, mais c'est aussi très fragile, puisque si on parle de précision, il y a une fragilité, et tout à l'heure je parlais de cette fenêtre de performance, on a une marge de manœuvre, donc plus on vise l'excellence, plus je crois qu'on doit être accompagné pour ne pas faire n'importe quoi. Moi je suis quand même toujours un peu en guerre contre les fausses bonnes idées ou les recettes universelles, parce que c'est la double peine, des fois on essaye et ça ne correspond pas. Et quand j'entends le sport c'est bon pour la santé, je suis partagée aussi. On a fait un colloque là-dessus sur le sport et santé mentale. Moi je suis assez prudente, c'est-à-dire que oui ça peut faire du bien, pas que. Si c'est pour aller faire du marathon comme un malade alors qu'on est déjà un peu au rupteur dans sa vie, c'est aussi tomber dans une addiction pour une autre, c'est aussi se mettre en danger. Le sport, ça dépend lequel. Moi, je sais pas, mais accompagner une maman en postpartum dans une salle de gym avec une belle vitrine, tout un beau miroir, c'est peut-être pas l'idée du siècle de la mettre face à son image dans certains moments. Chez Ganis, il n'y a pas de miroir déjà. Voilà, c'est tout bête, mais ça, voilà. Il y a des activités sportives qui nous font du bien, il y en a d'autres pas du tout, parce qu'elles nous mettent face à des échecs et que le sport, c'est vraiment. Tu ne diras pas le contraire, mais il y a vraiment une diversité des activités physiques, il y a différentes disciplines, il y a différentes façons de l'aborder, et certaines nous font du bien, elles sont vraiment avec des effets non nocifs, par contre d'autres, vraiment, voilà, il faut faire attention à ne pas se remettre en danger, donc voilà, je voulais dire ça aussi, attention aux fausses bonnes idées, on dit mais fais du sport, ça va te faire du bien, ça dépend. Voilà, ça peut, mais peut-être pas avec n'importe qui, n'importe comment. Toujours une question de trouver la bonne activité, ou en tout cas ce qui nous correspond. Mon activité, celle qui me correspond, qui me fait du bien, va sûrement être différente de celle qui va te faire du bien, ou vous faire du bien, on aura la même, mais qu'elle va différer par certains aspects. Ce qui est important surtout, c'est de trouver celle qui nous correspond. C'est pas parce que ma voisine a fait du pilates et qu'elle s'éclate en pilates que le pilates c'est fait pour moi. C'est trouver votre activité, faites-vous accompagner ou accepter de changer par rapport à ce que vous auriez pu ou eu l'habitude de faire, de façon à vous fermer le moins de portes possible et d'avoir plus de chances de trouver l'activité qui va vous correspondre et qui va vous permettre justement d'avoir cet épanouissement, ce relâchement et ce focus pour la suite sur votre activité professionnelle. Je voudrais juste aborder la notion de solitude et du dirigeant voilà, très occupé et qui, une fois à la maison, se dit bah, mince, je suis tout seul et qui en souffre. Bon, ben, c'est pas grave, hein, ça va passer, on est sous le tapis et puis on verra bien. Sauf que le tapis, à un moment donné, je pense, doit être relevé. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui est assez facile et immédiate, ou est-ce qu'il y a un travail, entre guillemets, sur soi, d'accepter de se faire accompagner? On reste un peu dans les mêmes logiques, hein, de passer le cap. De toute façon, je crois qu'à un moment donné, on réalise que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné et forcément, en fait, il y a un sursaut qui fait qu'on se pose la question qu'est-ce que je peux faire? Et donc, bon, on l'a dit au début de l'entrevue, c'est que à partir du moment où nous on vient nous voir, c'est que déjà les gens ont conscientisé, voilà. Mais la solitude, de toute façon, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la solitude affective ou la solitude professionnelle, c'est pire qu'une maladie en fait. Moi je dirais que c'est l'isolement, parce que
Des fois, on peut être bien seul aussi. Ça s'appelle être mal accompagné, c'est ça? C'est un peu non, je dirais que la solitude, ça peut être aussi être bien avec soi-même. Donc, pourquoi pas, mais par contre, l'isolement, c'est un vrai fléau et le Covid a vraiment révélé beaucoup de difficultés de s'isoler, de couper du lien social et de nous faire oublier que nous étions avant tout des animaux sociaux et que on a besoin d'être en lien les uns avec les autres et que ce soit des liens amoureux ou des liens amicaux. On avait discuté, Odile, tu avais parlé de dire au pire, on peut se faire des copains aussi ou des copines par ce biais-là, des amis aussi, et ça rend le sentiment d'isolement en fait. Voilà. C'est qu'en fait, on peut très bien aller à la rencontre de quelqu'un avec l'espoir d'avoir une relation amoureuse. Mais bon, si la chimie n'opère pas, elle n'opère pas sur le plan sentimental, mais elle peut automatiquement opérer sur le plan amical. Et en fait, à un moment donné, de toute façon, si la vie met sur votre chemin quelqu'un, c'est pas un hasard, il faut aller explorer au bout ce qu'elle peut vous apporter, vous faire comprendre. Et après, en fait, si c'est une relation amicale, je pense que déjà c'est précieux. Et puis que cette personne, en fait, va vous permettre aussi de sortir de vos sentiers battus, vous faire connaître son environnement et vous ouvrir des portes. Peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan amoureux, peut-être sur le plan familial, etc. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, vous remercie infiniment d'avoir accepté ce rendez-vous. Je pense que le côté décalé, le rendez-vous business qui casse les codes, on était en plein dans le mille. Certains, je pense, ne sont pas venus de peur peut-être de ressortir la poussière qu'il y a sous le tapis. Mais bon, il y a un petit travail d'éducation, mais ça va venir et ça va se faire. En tout cas, merci beaucoup pour ce très bel échange. On ne regrette pas de vous avoir mis tous les trois autour de la table. J'espère que ça aura pour vous qui avez écouté ces différents échanges, ça puisse être source d'inspiration, d'idées ou de rebondir. Et si cet objectif est atteint, c'est tant mieux. Alors juste avant de clôturer, certains sur les réseaux ont aperçu peut-être des interviews